Au sommaire de ce 13h, zoom sur un marché atypique dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, dont la réputation va au-delà des frontières. Sa particularité est la vente des têtes, queues, peaux et pattes des ruminants de toutes catégories. Restez avec nous, le développement en début de journal. Coup de projecteur dans ce 13h sur la petite Aminata Shakira Kone, atteinte d'une maladie des os extrêmement rare, appelée l'ostéogenèse imparfaite. La petite est en classe de CP unique dans un établissement de la place. Malgré plusieurs interventions, elle a du mal à se déplacer. C'est une petite Shakira pleine d'énergie et de courage que vous découvrirez tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue à ce journal. Communément appelé Bouzoutiar, ce qui signifie en langue locale morée, marché des têtes de chèvre. La spécialité de ce marché, c'est la commercialisation des pattes, des peaux et des têtes de ruminants de toutes catégories confondues. Sur toute l'étendue de ce marché, on aperçoit des foyers de feu, de grosses marmites avec de l'eau bouillante. Et dans ce marché, ne vous y trompez pas, les commerçants se frottent les mains. La découverte, c'est dans ce reportage signé Alexis Wenkouni, Belem Naba. Bouzoutiar, c'est l'un des marchés réputés pour la commercialisation des têtes des abats dans l'arrondissement numéro 11 de la ville de Ouagadougou. Après l'abattoir, c'est l'autre site que les peaux, têtes et queues de bétail sont déportés pour le traitement. Sur ces sites commence donc le processus de nettoyage et de vente. Les peaux, têtes et queues passent soit à l'eau chaude pour certains et pour d'autres par le feu de bois avant d'être fumés et conservés avec le sel. Abdul Aziz Kompaoré est l'un des commerçants de ce site spécialisé dans la vente des pattes et de queues de bœuf. Il a à son actif plus d'une dizaine d'employés. Selon ce dernier, il peut écouler en moyenne 250 pattes et queues par jour en fonction du marché. Bon, nous on a plusieurs clients parce qu'au niveau du pot de bœuf, les clients, ce sont les Béninois, les Ivoiriens. Au niveau des pattes de bœuf, têtes de bœuf, les clients se trouvent que c'est les Ghanéens, bon, les Ivoiriens aussi payent et puis les Béninois. Mais le plus fort, c'est les Ghanéens qui dépassent. Juste à côté est notre commerçant spécialisé dans la vente des têtes de bœuf. Il peut écouler en moyenne 100 têtes et a en moyenne plus d'1 million de chiffres d'affaires par jour. Le prix des têtes varie. Il n'y a pas un prix fixé. Ça dépend de l'animal. Nous aussi, on parle à la société là-bas et puis on le voit à peu près. Bon, une tête peut valoir 20 000, 17 500 ou bien 15 000. Mais si c'est pour les femelles, on peut trouver à 10 000 ou à 7 500. Parlant de clients sous-régionaux, voilà Emmanuel, un jeune Ghanéen et son équipe basée sur le site pour des achats. Il fait rentrer dans son pays d'origine un conteneur, voire plus, chaque 3 jours. On paye pour faire chargement des camions. Au moins, c'est gros camion là. C'est vers conteneur là. On paye pour faire un conteneur là pour partir chaque 3 jours. Maintenant là, c'est un peu cher. C'est cher ici. Et puis l'azar des Ghana là sont augmentés. À cause de ça maintenant là, ce que tu payes ici, si tu payes ici au moins c'est 1000 francs, tu payes pour vendre ça là au moins c'est 1250 au Ghana. Ça n'arrange pas, mais comme c'est travaillé, on a dedans ça durée là. Tu ne peux pas pour laisser comme ça. Au moins débrouiller un peu pour attendre bonne nouvelle. Sur le plan national, les restes des abats ne sont pas prisés. Ali Badou est un restaurateur de la place. Il dit venir en acquérir pour son restaurant. Pour ce dernier, les peaux, têtes et queues de bétail préparés sont bien vendus avec des étrangers. Les gens ici n'en consomment pas beaucoup. Ils exportent ça beaucoup. Dans les restaurants, là. Dans les restaurants côtiers, là. Maintenant, bon. En tout cas, c'est bon. Si vraiment ils arrivent à bien cuisiner ça. Les Burkinabés ne consomment pas beaucoup. Le métier nourrit bien son homme et leurs paix au quotidien sont garantis dans ce commerce selon les acteurs de ces sites. Plusieurs difficultés sont rencontrées, disent-ils, notamment
les difficultés d'accès à l'eau et la pratique du métier pendant la saison pluvieuse. En ce qui concerne la question d'hygiène, un camion dit être disponible pour évacuer les déchets chaque 2 semaines selon les occupants des lieux. On vous le disait en titre, coup de projecteur sur la petite Aminata Shakira. Elle est atteinte d'une maladie des os extrêmement rare appelée l'ostéogenèse imparfaite ou encore la maladie des os de verre. Cette maladie atteint seulement une personne sur 15 000 à travers le monde. En dépit des nombreuses interventions chirurgicales, la petite Aminata a toujours du mal à se déplacer, mais malgré tout, c'est une petite épanouie et pleine de vie que nous avons rencontrée. C'est un reportage signé Sanata Siri. Pour se déplacer, elle est obligée de ramper. Shakira Aminata Kone, une petite fille âgée de 6 ans, souffre d'ostéogenèse imparfaite, encore appelée maladie des os de verre. Une maladie héréditaire du collagène entraînant une fragilité anormale et générale des os. Cette pathologie est caractérisée par une fragilité osseuse et une faible masse osseuse, ayant pour conséquence des fractures à répétition et des déformations. La jeune Shakira a eu sa première fracture alors qu'elle était encore dans le ventre de sa maman. C'est quelques années plus tard après sa naissance que les médecins ont posé un diagnostic approfondi d'ostéogenèse imparfaite. Elle est née même avec le pied au niveau de la jambe qui était déjà fracturé. Voilà, donc ensuite il y a eu des fractures à répétition. Et donc durant les consultations avec la maman, on lui a fait comprendre qu'en fait il s'agit de cette maladie-là. Nous, c'est à notre grande surprise, on a appris que voilà, c'est une maladie héréditaire. Donc elle a hérité du côté de la famille. Parce que nous en famille ici, on ne connaît pas ça. Voilà. Donc c'est devenu du côté certainement du paternel. Shakira n'a donc pas eu la chance de marcher tôt comme les autres enfants. C'est à l'âge de 3 ans qu'elle a finalement pu marcher. Et cela n'a duré que peu de temps avant qu'elle ne subisse une autre fracture qui l'a remise par terre. Sa dernière intervention chirurgicale date de quelques mois, selon sa grand-mère. Moindre effort, elle fait des fractures. On ne peut même pas compter le nombre de fois où elle s'est fracturée la jambe. Pareil pour son bras. Regardez, c'est complètement déformé. On a dû faire des interventions chirurgicales à plusieurs reprises sans succès. C'est sa dernière chute qui a été terrible et elle a fait plus d'1 an sans pouvoir marcher. Sinon, avant qu'elle était blessée, quelques mois après, elle se remet. Le jour qu'elle a eu le courage de se remettre debout, elle est tombée et s'est encore fracturé la jambe. Ce jour, j'étais au salon en train de prier. Elle voulait aller chercher une cuillère pour boire son yaourt. Malheureusement, elle a glissé et elle est tombée. Depuis ce jour, elle n'a plus remarché. La petite Shakira a donc besoin de plus de surveillance et d'attention que les autres enfants, à la maison et surtout à l'école. Alors que les autres élèves passent à tour de rôle pour résoudre les exercices au tableau, Shakira, elle, se doit de rester sur place à cause de son problème de mobilité. À la récréation, là encore, elle se prive de s'amuser comme ses camarades. Elle a un problème de mobilité, donc ce qui fait qu'on est obligé de l'aider. Tout ce qu'elle veut faire, il faut qu'on l'aide. Donc souvent je travaille et je crains qu'elle ne dise qu'elle veut passer aux toilettes. Parce que je suis obligé de l'amener aux toilettes ou bien demander à une des monitrices de m'aider. Et ce n'est vraiment pas simple. Le week-end, quand tous ses cousins sont là, parce qu'ici c'est la grande cour familiale, voilà, donc on se retrouve généralement tous les week-ends ici. Donc tous les neveux sont là, voilà, les petits-enfants, les amis et tout. Donc on essaie vraiment de les suivre pour éviter tout ce qui est jeux brutaux, tout ce qui peut créer des problèmes. Donc on fait vraiment attention à elle. Malgré son handicap et le chagrin de ses parents, la petite Shakira est épanouie et pleine de vie. Parents, enseignants et camarades de classe, tous admirent son courage. Actuellement, il n'existe pas de traitement médical pouvant apporter une guérison totale contre l'ostéogenèse ou la maladie des os de verre. Il est donc indispensable de proposer à ces enfants atteints de cette pathologie diverses mesures permettant de traiter les symptômes au cas par cas.
La saison de forte chaleur peut représenter un risque important pour la santé, notamment pour celle des personnes âgées. Ils sont les plus vulnérables à la déshydratation et cela peut entraîner des complications graves telles que des infections urinaires, des maladies rénales ou même la mort. Dans ce reportage que vous allez suivre, le docteur Louis-Sylvain Ouedraogo, médecin spécialisé en gériatrie, aborde les dangers de la canicule sur les personnes du 3e âge tout en donnant des mesures de précaution. Mamidriana Kamabou. Avec des températures de plus de 38 degrés, les mois d'avril et mai riment avec des fortes chaleurs. Et les personnes les plus touchées par ces températures sont celles du 3e âge. Selon Dr Louis-Sylvain Ouedraogo, médecin spécialiste en gériatrie, c'est-à-dire dans la prise en charge de personnes âgées, cette période de canicule est très dangereuse pour cette tranche d'âge. Il appelle ces dernières à boire régulièrement et suffisamment de l'eau. De boire au minimum 2 à 3 litres. En quantité, on va dire 3 litres, ça serait vraiment bien parce qu'il fait vraiment chaud. 2 litres, ce n'est pas déjà bon. Voilà, 2 litres, c'est très faible. Il faut viser 3 litres et aussi boire en petite quantité plusieurs fois par jour. Ça ne sert pas de boire 1 litre le matin, 1 litre à midi et puis vouloir boire 1 litre. Non, il faut espacer la prise d'eau. Boire de l'eau qui ne soit pas trop fraîche parce que quand on boit de l'eau fraîche, c'est pas bon pour l'organisme, ça peut donner certaines maladies. Donc boire de l'eau qui est à température ou bien légèrement fraîche, mais pas de l'eau froide qui vient de sortir du frigo, ça c'est pas bon. La déshydratation peut avoir des conséquences graves sur la santé des personnes âgées, selon Dr Louis-Sylvain Ouedraogo. Et cela peut entraîner des complications plus graves, telles que des maladies rénales. Il faudra surveiller le comportement. Parce que souvent, lorsqu'on est dans cette période-là, quand la personne commence à être déshydratée, on va voir que le comportement va changer. Généralement, ils vont commencer à ne plus trop parler, à rester dans leur coin, à ne plus trop bouger, à ne plus trop manger. Quand on voit ça, c'est le premier signal d'alerte. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se passe. Le cerveau ne fonctionne plus correctement parce que justement, il n'y a plus d'eau. Et quand c'est comme ça, il faut rapidement intervenir. Certaines personnes âgées habitent dans des zones où les populations sont privées d'accès aux services de base et à l'eau potable. Comment peuvent-elles vivre cette période de canicule? Pour ces personnes-là, il va falloir déjà jouer sur la sociabilité, d'accord? L'entraide entre les différentes couches de la famille. Il faut toujours trouver un moyen pour pouvoir avoir de l'eau. Que ça soit dans un canari, que ce soit les sachets d'eau, il faut qu'il y ait de l'eau, surtout à portée de la personne. Selon ce médecin spécialiste, le Burkina Faso enregistre beaucoup de décès de personnes de 3e âge en cette période de forte chaleur. Il est donc nécessaire, selon le gériatre, que les personnes âgées ne restent pas seules durant la canicule pour éviter la déshydratation. Nouveau code de la presse et de la communication audiovisuelle au Burkina Faso. Les réflexions ont débuté le 8 avril et l'avant-projet de loi a été adopté par le ministère en charge de la communication. Les réformes prennent en compte le statut de journaliste, la formation générale dans le domaine et la certification des personnes qui intègrent le métier. Que pense le SYNATIC, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture de cet avant-projet de loi? Eh bien, élément de réponse avec le secrétaire général adjoint dans cet élément de Maxime Jean-Eudes Bambara. Le secrétaire général adjoint du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC salue l'adoption de l'avant-projet. Toutes nos excuses pour cet incident technique et on poursuit ce journal. Le 18 avril dernier, le président de la transition a accordé une audience aux 4 composantes de la classe politique ayant pris part à l'élaboration de la charte de la transition. Il s'agit notamment de l'ex-alliance des partis politiques de la majorité, l'ex-chef de file de l'opposition, l'ex-opposition non affiliée et les autres partis. Le président du parti panafricain pour le salut PPS, Abdoulaye Mossé, dénonce une mesure d'exclusion dans la démarche puisque les partis nés après le coup d'État n'ont pas été associés à la rencontre. Sa réaction dans cet élément signé Maxime Jean-Eudes Bambara.
Tout en saluant la rencontre du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avec les 4 composantes des partis politiques ayant participé aux assises nationales, le président du PPS, Parti panafricain pour le salut, déplore la non prise en compte de toutes les tendances. Les partis nés après le coup d'État du 24 janvier 2022, dont le PPS de Abdoulaye Mossé, étaient absents à la rencontre. Ce que ce dernier qualifie d'exclusion est, dit-il, d'autant plus déplorable que la rencontre a été à l'initiative des acteurs politiques. Si aujourd'hui, 4 composantes veulent se défaire de la 5e composante et aller demander aux militaires de faire l'inclusion dans leur gestion, je pense qu'il va falloir rétrograder pour qu'on se parle les yeux dans les yeux et pouvoir avancer ensemble. Aujourd'hui, il y a des négociations, il y a d'autres dialogues qui arrivent. Bon, donc il y a des fuites en avant aussi pour essayer d'exclure d'autres composantes. Mais je pense que c'est peine perdue. Je demande aux militaires d'être vraiment très vigilants par nous les civils qui les côtoyons pour essayer de passer, pour faire des règlements de compte à cette période. Et je pense que ça ne servirait à rien. Pour Abdoulaye Mossé, cette rencontre n'avait pas sa raison d'être si le message était juste de traduire leur soutien au président Traoré. Il n'y a rien de nouveau dans ce qui a été dit, sauf peut-être qu'ils n'ont pas eu le courage d'aller pour dire ce qu'ils devraient dire. Sinon, aller dire que vous soutenez la transition ou vous soutenez les militaires, nous l'avons prôné par les actes sur le terrain. Le fait même d'avoir participé aux assises et d'avoir des répondants au niveau de l'ALT, je pense qu'il est clair que c'est déjà le soutien, la manifestation de leur soutien en engageant des hommes pour aller délibérer à l'Assemblée nationale. Et donc, le soutien est déjà de facto justifié par la présence de leurs répondants au niveau de l'ALT. Donc, si c'est aller demander un rendez-vous, aller répéter cela, bon, je pense que tout n'a pas été dit. Par la suite, nous allons savoir ce qui devrait être dit. Pour ce dernier, il est certes bien de traduire son soutien au président de la transition, mais il est encore plus important d'échanger sur des questions d'intérêt national et relever les insuffisances de la transition pour une meilleure gouvernance. Et dans nos écrits, nous avons eu à dire qu'il ne faut pas qu'ils se gênent de communiquer nos pertes. Il ne faut pas qu'ils se gênent. On ne peut pas faire une guerre sans pertes. Donc, il faut que collégialement, on soit responsable d'une victoire ou d'une défaite. Si toutefois, je dis bien notre composante, si on a l'occasion de rencontrer le président, on va lui demander de permettre quand même à ce que les bureaux exécutifs des partis politiques puissent se réunir pour produire des éléments conséquents à l'endroit du gouvernement. Ce qui ne doit pas manquer, c'est les incompréhensions au niveau de la presse avec les autorités en place. Et il faut aller essayer de les comprendre. Vous qui avez eu l'occasion, poser ces problèmes, ce n'est pas un crime. Sinon, s'il fallait dire à son Excellence qu'on est venu pour vous dire qu'on vous soutient, bon, je ne dirais pas que c'est de la publicité, mais bon, excusez-moi. L'avenir nous le dira. Pour le président du PPS, Parti panafricain pour le salut, autant il faut demander aux militaires d'être justes, autant les acteurs politiques doivent être cohérents et bannir l'exclusion de leur démarche. Et on revient sur cet élément avec le Synatic vers un nouveau code de la presse et de la communication audiovisuelle au Burkina Faso. Les réflexions ont débuté le 8 avril dernier et l'avant-projet de loi a été adopté par le ministère en charge de la communication. Les réformes prennent en compte le statut de journaliste, la formation générale dans le domaine et la certification des personnes qui intègrent le métier. Que pense le Synatic, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture de cet avant-projet de loi? Eh bien, élément de réponse avec le secrétaire général adjoint dans cet élément signé Maxime Jean-Eudes Bambara. Le secrétaire général adjoint du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture Synatic salue l'adoption de l'avant-projet de loi portant code de la presse et de la communication audiovisuelle à l'atelier de Tinkorogo organisé par le ministère en charge de la communication. Pour Aboubakar Sanfo, son adoption est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté en 2020. Cet avant-projet de loi a, selon ce dernier, le mérite de fusionner les 3 lois qui régissent la presse en ligne, la presse audiovisuelle et la presse écrite en une seule loi. Cette réforme-là va venir réduire en tout cas la segmentation des lois sur les médias. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va corriger les insuffisances. Et en
Ensuite, il faut dire que cette loi, cet avant-projet de loi donc, va renforcer le statut du journaliste. Donc c'est une des avancées en tout cas. Donc le statut du journaliste a été mieux défini dans la loi, avec bien sûr les droits et les devoirs. Le journaliste n'a pas que les droits ont été affirmés, mais les devoirs du journaliste également ont été mieux affirmés donc, dans cette loi, avec des dispositions qui vont avec. Le statut de journaliste professionnel est redéfini dans cet avant-projet de loi et prend désormais en compte la formation académique dans le journalisme, l'expérience professionnelle et la certification des acquis professionnels pour ceux qui intègrent le métier sans diplôme académique ou une formation dans une école de journalisme. Il y a aussi cette possibilité pour ceux qui n'ont pas la licence, qui ont moins que la licence, d'embrasser aussi le métier. Voilà, donc après 5 ans, il leur est permis de passer cette étape de certification à travers donc un institut de formation en journalisme et d'avoir donc la qualité de journaliste professionnel. Ce sont des nouvelles dispositions que les acteurs ont voulu intégrer pour quand même assainir un peu le milieu et relever un peu le niveau, voilà, donc, des acteurs. Des recommandations ont été faites selon Aboubacar Sanfo pour corriger les insuffisances des textes de 2015. Il s'agit notamment de la prise en compte du statut des techniciens dans les médias et la modification de certaines dispositions relatives à la dépénalisation. Des infractions pour lesquelles le journaliste ne devrait pas quand même faire la prison. Voilà, donc ces dispositions résiduelles ont été donc revues et prises en compte. Il y a aussi l'aspect concernant donc le quantum des amendes. Les acteurs des médias ont trouvé en tout cas que c'était très élevé et c'est en tout cas un frein à la liberté de la presse. Et ces dispositions ont été également légèrement modifiées. L'autre recommandation prise en compte dans cet avant-projet de loi est celle relative au statut de l'entreprise de presse pour une fiscalité adaptée. Vous savez que les médias aussi, ils jouent un rôle de service public. Voilà, ils ont une mission de service public d'information, que ce soit les médias publics ou bien les médias privés. Donc ce statut en tout cas de l'entreprise de presse, s'il venait à être adopté, pourrait donc permettre en tout cas aux entreprises de presse d'être un peu plus à l'aise, voilà, et aussi aux agents de pouvoir donc travailler dans de meilleures conditions. Selon le secrétaire général adjoint du Synatic, Aboubacar Sanfo, le processus d'adoption de cet avant-projet de loi a été participatif et a réuni l'ensemble des organisations professionnelles des médias. Un avant-projet de loi qui, pour lui, est une avancée notable en attendant son adoption par les députés. En sport, pour clore ce journal, on va à la découverte d'un jeune sportif qui fait parler de lui-même en ce moment du côté de Seattle. Il se nomme Georgie Minungu et a entamé ses débuts dans le football à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après les différentes étapes dans les catégories de jeunes, il s'envole pour les États-Unis. Après 2 saisons dans le pays de l'oncle Sam, le jeune homme rêve d'évoluer en Europe et de retrouver la sélection nationale des étalons. On découvre le jeune prodige avec John William Somda. Encore méconnu du public sportif burkinabé, Georgie Minungu est pourtant en train de se faire connaître des suiveurs de la MSL, la Major Soccer League américaine. À 20 ans, il ne cesse de martyriser les défenseurs adverses avec ses déboulés, ses accélérations et sa puissance. Né à Abidjan d'un père burkinabé, Georgie a atterri au pays de l'oncle Sam il y a 2 saisons. Du reste, il se plaît bien dans son club, les Seattle Sounders. J'ai commencé la pré-saison avec l'équipe première et j'ai même marqué un but, voilà, et ça se passe bien, tout se passe bien. Seulement qu'il y a eu un peu de difficulté, je suis un peu tombé malade, tout. Mais je suis de retour, tout sur le terrain et ça va, tout se passe très bien. Voilà, actuellement on est bien parti dans le championnat et on espère vraiment remporter la Ligue cette année. Voilà, c'est un peu ça. Un bel état d'esprit pour ce compétiteur qui voit au Seattle Sounders un tremplin avant de rallier l'Europe et ses grands championnats. Moi je pense comme tout bon joueur, tout grand joueur, tout joueur qui veut émerger, voilà, l'objectif c'est d'aller en Europe. Le plus grand championnat c'est le championnat d'Europe, voilà.
le plus important, c'est pas où tu commences. Voilà. Le plus important, c'est l'attitude dont ta carrière prend. Et comme tout joueur qui veut atteindre le haut niveau, forcément, je veux jouer en Europe. Je veux jouer dans les grands clubs en Europe. Doté d'énormes qualités pour son jeune âge, Georgie, du haut de son mètre 84, se veut un footballeur moderne avec des qualités qu'il se plaît à décrire, non sans citer ses exemples et ses sources de motivation. Moi, je pense d'abord, comme tout bon joueur, d'abord, il faut d'abord connaître ses qualités. Et mes qualités, voilà, je suis un joueur qui est plus basé sur la rapidité, sur la percussion, puisque je joue ailier. Voilà, je peux jouer ailier gauche, ailier droit. Je peux même jouer attaquant de pointe aussi, parfois, ouais. Et je suis plus basé sur la percussion, sur le dribble, voilà, sur les centres, sur les tirs, voilà. Et mon profil de joueur, c'est des joueurs comme Sadio Mané, des joueurs comme Bertrand Traoré, Pi Trapas, et voilà, les joueurs comme Zaha Wilfried, voilà, les joueurs comme Vinicius, ceux qui prennent beaucoup l'espace. Vice-champion de la conférence Est la saison dernière, Georgie vise cette année le titre en MSL. Mieux, il garde dans un coin de la tête une pensée pour les étalons. L'amour pour le drapeau national ne se discutant pas. Et, des ambitions aussi avec l'équipe nationale, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Avec l'équipe nationale, forcément. Voilà, tout le monde arrive à un moment, tu dois prouver aussi, aider la nation aussi à franchir des étapes. Donc vraiment, j'ai des ambitions aussi avec l'équipe nationale. Et voilà, je suis burkinabé de sang et je ne vais jamais renoncer à cela. En attendant de retrouver les étalons dans un avenir qu'il veut proche, Georgie ne manque aucune sortie des étalons. Du reste, le joueur dont il s'inspire le plus n'est ni plus ni moins que le capitaine des étalons, Bertrand Traoré. Bon, comme je l'ai dit, sans chercher loin, hein, la première personne qui me fatigue un peu avec l'équipe du Burkina, là, c'est le grand frère Bertrand Traoré. Là. Il est vraiment très, très élégant avec le ballon. Et j'imite aussi des grands frères comme Pi Trapas, comme Alain Traoré. C'est des personnes qui ont une élégance avec le ballon, qui ont une technicité vraiment hors du commun et qui sont plus basées dans le 1 contre 1, dans la créativité, et j'aime beaucoup ça. Avec les Seattle Sounders, Georgie a déjà inscrit un but et veut surtout s'inscrire dans la durée dans le 11 type du coach. Lui qui peut évoluer sur toute la ligne d'attaque. Ambidextre, le dribble facile, l'aisance dans le 1 contre 1. Georgie Minungu a naturellement toutes les qualités pour évoluer au haut niveau en Europe. Mais pour cela, il lui faudra d'abord confirmer à Seattle. Bonne chance donc à la carrière du futur étalon, et c'est sur ce reportage que l'on referme cette session d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.